La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo dispose désormais d'une fêtière des communes. Les maires du pays l'ont portée sur les fonds baptismaux en assemblée générale du côté de Kara. Et puis rencontre d'échange ce lundi entre le gouvernement et les syndicats du personnel de santé. Au menu, les nouvelles dispositions prises pour lutter contre la pandémie et améliorer les conditions de vie de ceux-là qui sont en ligne de mire. Voilà donc pour les titres. Le Togo veut renforcer son capital humain à travers l'accessibilité des services sociaux de base à toutes les couches de la population. Les acteurs sociaux sont donc priorisés dans l'action gouvernementale et l'agenda 2025 accorde une place de choix à chaque couche sociale dans le processus de développement. L'éducation et la santé sont donc les secteurs phares sur lesquels les autorités misent pour renforcer ce capital humain. Mais comment cela se fera-t-il concrètement et quelles sont les actions en cours? Dodo Haré nous en dit plus dans ce dossier. Les secteurs sociaux occupent une place prioritaire dans la feuille de route quinquennale du gouvernement. Une feuille de route stratégique dont les chantiers se situent dans 5 axes parmi lesquels le renforcement du capital humain, ce qui passe évidemment par l'éducation et la santé. Le premier axe de la feuille de route étant consacré au renforcement de l'inclusion et l'harmonie sociale, l'accent est mis sur des projets pouvant favoriser l'accès universel aux soins et la protection sociale pour tous. Plus de la moitié du budget 2021 sera consacré au social, soit 53,7% des ressources budgétaires. C'est dire combien l'accès des populations aux services sociaux de base tient à cœur au gouvernement. L'État a imposé un abattement de 20% sur tous les budgets, depuis le sommet jusqu'à la base. Donc toutes les institutions ont fait une économie de 20% sur leur dotation budgétaire, de sorte à nous permettre de dégager de l'argent pour pouvoir les reverser sur des actions véritablement sociales. Il ne vous a pas échappé non plus que le programme, la déclaration de politique générale, est essentiellement axé sur l'inclusion sociale et l'harmonie sociale, la création d'emplois et la modernisation de notre pays. Et donc, ce sont 3 axes qui sont fortement économiques et sociaux. Et sur ces axes-là, naturellement, il fallait faire des économies pour pouvoir trouver les moyens de financer ces actes. Et le gouvernement a fait ces efforts-là. Naturellement, le président de la République a souhaité donner un signal fort à nos compatriotes sur ce qu'aujourd'hui, nos préoccupations sont sur les questions sociales et économiques principalement, avant d'autres sujets. Comment est-ce que le panier de la ménagère, la santé des Togolais se ressent? Naturellement, c'est un signal important qui a été fait dans ce budget. Et je rappelle que c'est plus de 53% du budget 2021 qui est consacré au social. L'action doit être constante sur l'inclusion sociale, la cohésion sociale, pour que nos compatriotes puissent non seulement ressentir cette inclusion, mais vivre pleinement cette inclusion sociale. Et pour ce faire, ce sont les axes sociaux, notamment la protection sociale, la santé, l'agriculture. On considère que c'est un élément décisif aussi pour que le citoyen se sente citoyen dans son pays, qu'il vive pleinement sa citoyenneté et qu'il soit heureux d'être au Togo. Donc, mettre autant de moyens sur le volet social n'est qu'une manifestation finalement du programme politique du chef de l'État. Depuis 2005, des actions d'envergure sont enclenchées pour intensifier la protection sociale. Et le nouveau gouvernement compte mener un travail ardu pour mettre les populations à l'abri de la pauvreté. Il est prévu la pérennisation des initiatives d'engagement citoyen et d'opportunités pour les jeunes, dont le nombre sera porté à 100 000. Le gouvernement envisage également l'extension de la fourniture de repas en milieu scolaire avec le triplement du nombre d'apprenants bénéficiaires qui sera porté à 300 000. Il est également prévu l'élargissement des mécanismes de filets sociaux aux personnes du 3e âge, aux malades et aux handicapés. Une attention particulière sera accordée aux couches vulnérables avec l'extension de l'assurance maladie universelle pour réduire de 80% les coûts de soins de santé supportés par les ménages.
La contractualisation des hôpitaux, la modernisation des centres, l'acquisition et le déploiement des équipements et matériels seront poursuivis, sans oublier la construction et l'équipement de 6 centres de santé mère-enfant sur le territoire. D'autres centres médico-sociaux seront construits, 100 au total. De nouvelles cliniques mobiles seront en place et chaque région disposera d'une banque de sang. Il est aussi prévu l'introduction du vaccin contre l'hépatite B et le cancer de l'utérus. Conscient que l'éducation est un puissant levier de développement et d'emploi, les autorités comptent tout mettre en œuvre pour une meilleure adéquation entre le système scolaire, les besoins de l'économie et le marché du travail. Au rang des actions, la gratuité des frais d'inscription aux examens nationaux du BEPC, Bac 1 et 2, la construction de 3 collèges universitaires dans les régions des savanes centrales et plateaux pouvant dispenser des formations pratiques de niveau supérieur aux jeunes. Le gouvernement compte décupler les institutions de formation en alternance pour le développement IFAD, construire au moins 25 000 salles de classe, améliorer l'attractivité du métier d'enseignant et la gestion intégrée du système éducatif et faire des réformes de l'enseignement supérieur par le développement des filières porteuses sur le marché du travail. À le voir, le gouvernement a un regard attentif sur les secteurs sociaux, particulièrement sur la santé et l'éducation, qui vont se métamorphoser avec les perspectives en vue. Et lancé par le chef de l'État en 2018, le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA-SA organise, forme et facilite l'accès au financement des acteurs agricoles. À l'heure où le gouvernement veut miser sur l'agriculture comme moteur de développement du pays, le MIFA-SA est un outil sur lequel l'exécutif s'appuie pour accompagner les producteurs. Que peut-on retenir déjà comme action du MIFA-SA? Les réponses dans ce dossier signé Luc Assis. Le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA-SA est l'un des dispositifs mis en place par le gouvernement pour redynamiser le secteur agricole. Producteurs, agrégateurs, transformateurs, mieux, les différents acteurs qui composent la chaîne de valeur agricole nationale ont souvent recours à ce mécanisme pour développer leurs activités. C'est l'exemple de la coopérative Nanimpo installée à Mandouri dans la région des Savanes. Elle a bénéficié d'un financement d'environ 20 millions de francs CFA en début de saison agricole 2020-2021 par l'entremise du MIFA-SA pour mécaniser ses activités. Ici, la Soucoupa a acquis ce terrain de 20 hectares, alors il y a de cela 5 ans. Mais on n'a jamais réussi à exploiter le quart de cet espace-là. Parce qu'il fallait aller avec la charrue peut-être tantôt, aller avec la daba, avec la houe, ce qui n'était pas vraiment facile. Et donc, lorsque MIFA nous a choisi de pouvoir nous donner ce tracteur-là, nous avons fait les 20 hectares et nous avons même complété avec des annexes qui vont jusqu'à au-delà de 30 hectares aujourd'hui. Dans les régions de la Kara et centrale, le MIFA-SA a également accompagné des structures et coopératives légalement constituées. Elles évoluent dans diverses filières. Nous avons commencé avec nos propres efforts. On n'avait pas un appui. Bon, le MIFA nous a aidé en intrant. Plus aussi, il a immobilisé aussi les tracteurs pour nous aider à faire les labours. L'arrivée de MIFA nous a permis d'accroître nos activités en quittant de 400 tonnes à 1300 tonnes. Et ça nous a permis également d'avoir du crédit pour l'achat de notre matière première. Donc du coup, on était à 400 tonnes. Et aujourd'hui, nous sommes à 1300 tonnes pour un crédit de 230 millions. Le personnel a augmenté également. Nous étions à 10 employés et là, nous sommes en moyenne 25 employés. Avant le projet, nous avons 200 à 300 tonnes annuelles de produits finis. Mais là, nous sommes à 800 tonnes de produits finis. L'année dernière, nous avons eu l'appui du MIFA pour approvisionner les semences aux producteurs. Et au moment de l'achat, avec l'appui du MIFA, nous avons bénéficié d'un financement d'un montant de 157 millions qui nous a permis d'aller collecter tout.
Et je vous dis qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impayé. L'interface qu'il joue, ça nous soulage. L'année dernière, on a exporté 750 tonnes. Cette année, nous comptons aller à 3000. Avant le EAD, on n'arrivait pas à produire beaucoup parce qu'on n'avait pas de bonnes semences. Aujourd'hui, elle nous procure des semences de qualité et nous arrivons à accroître nos productions. En plus, après la récolte, on livre tout directement à la société. Elle nous paie en retour et on gagne beaucoup. On arrive facilement à payer nos loyers, à prendre bien soin de nos enfants et femmes. On n'a qu'un seul mot, merci, et on attend encore plus d'eux. Koudjo Winsou est un modèle de réussite dans la filière élevage. De père à fils, il a appris les ficelles du métier. Avec sa coopérative, il a bénéficié d'un financement de 38 millions de francs CFA pour agrandir sa ferme et répondre à la demande sans cesse croissante. Grâce au financement de MIFA, nous avons pu bénéficier d'un appui et cela nous a permis d'augmenter notre capacité de production. On ne faisait pas assez de poulet de chair, on était à moins de 500 par mois, mais grâce au financement de MIFA, maintenant on peut sortir jusqu'à 4000 et on envisage même dépasser cela. Donc ça a permis en fonds de roulement et puis ça a permis en équipement, en construction de 3 bâtiments supplémentaires. Rentrer en accord avec MIFA, ça veut dire que vous avez un acheteur et que vous êtes producteur et que vous avez un accord et MIFA vous appuie. MIFA nous a aidé par le biais d'une banque Sogimel. On a équipé nos trucs, le tricycle, augmentation des machines qu'on est en train de fabriquer. Nous voulons aller à 3000 litres par jour. C'est pourquoi on a demandé le tricycle pour pouvoir ramasser les matières premières dans d'autres coins, ajouter à ce qu'on nous livre. Après 24 mois d'activité, le MIFA SA a facilité des financements à hauteur de 14 milliards de francs CFA. L'ambition du gouvernement est de faire de l'agriculture un des leviers de croissance et de création d'emplois. Pour 2021, il envisage consacrer au secteur une bagatelle somme de 66 milliards de francs CFA, soit 8,4% des ressources globales allouées aux ministères et institutions. Le MIFA SA profitera de cette enveloppe pour accompagner plus d'1 million d'agriculteurs togolais. Et le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage communique ce qui suit. Suite à l'apparition de la grippe aviaire due à une nouvelle souche du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N8 en début du mois de novembre 2020 en Allemagne, Irlande, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni et Russie, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, président du comité interministériel de prévention et de lutte contre la grippe aviaire au Togo, porte à l'attention des populations ce qui suit. L'importation des volailles vivantes et de leurs produits dérivés ainsi que les aliments pour volailles en provenance des pays infectés est strictement interdite sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre, conformément au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, et à la loi numéro 99-002 du 12 février 1999 relative à la police sanitaire des animaux sur le territoire de la République togolaise. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural compte sur le civisme de toute la population en général, les aviculteurs et les provendiers en particulier, au strict respect des mesures de biosécurité, surtout au niveau des frontières, marchés de volailles et dans les élevages. Tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. C'est un communiqué signé donc par le ministre en charge de l'élevage, Antoine Lekpa Gbegbenny. Vers la production de l'industrie de karité au Togo, les acteurs de la filière et les organisations professionnelles, notamment l'Alliance globale du karité et la filière karité du Togo, étaient en réflexion pour booster la filière. Ils veulent surtout œuvrer pour le renouvellement des parcs à karité et la protection des arbres existants afin de leur assurer une certaine durabilité. Voyons cela avec Clarisse Aticlé. La filière karité au Togo est de plus en plus orientée vers la croissance.
et les organisations professionnelles de la filière veulent davantage la promouvoir. L'Alliance globale du Karité AGK et la filière Karité du Togo FICATO ont initié ce cadre d'échange sur l'initiative Action pour les parcs à Karité, un programme qui vise le renouvellement et la protection des arbres de Karité. L'Alliance globale du Karité a un objectif de planter 10 millions d'arbres et protéger 200 millions des arbres existants, qui est autour de 4 millions d'hectares dans l'Afrique de l'Ouest. On a constaté que dans les 21 pays où le karité pousse en Afrique, il y a à peu près jusqu'à 8 millions d'arbres qui sont coupés chaque année. Et nous voulons commencer à partir de ce programme de planter encore d'arbres et protéger les arbres existants. L'AGK et le FICATO veulent, dans une synergie d'action, mettre fin à l'abattage anarchique des arbres de karité afin de les rendre durables. Quand on parle du karité, ce sont des milliers de femmes qui en ont fait de ce secteur un secteur porteur et qui vivent essentiellement des activités liées au karité. Et donc, si nous voulons agir pour leur autonomisation, si nous voulons agir pour les sortir de la pauvreté, il faut que nous leur assurions un secteur durable. Le Togo fait partie des 21 pays africains producteurs de karité. Il va donc bénéficier d'un programme du cadre intégré renforcé. Aux groupements de femmes et aux ONG qui font la transformation du karité, il sera donné des formations en technique de transformation et les meilleures pratiques afin que le karité et ses produits dérivés soient compétitifs au niveau local et international. La ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes était en tournée ce lundi dans les différentes structures attachées à son département. Il s'agissait pour elle de prendre attache avec le personnel, partager avec lui la vision de son ministère pour un développement harmonieux des populations à la base. Le compte rendu de la tournée avec Ramdan Bassina. Pour la réussite de la mission à elle confiée, la ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes s'est fixé un objectif: mieux connaître les structures relevant de son ministère, les écouter et ensemble élaborer des stratégies gagnantes. Que ce soit l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, à l'Agence nationale du volontariat au Togo ANVT, au Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, ou encore à la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, la démarche inspire confiance. Elle est venue écouter tout ce que nous faisons, elle a écouté nos défis et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous a donné des orientations, elle nous a donné des pistes pour trouver des solutions aux difficultés que nous avions. Et donc, nous ayons donné toutes ces instructions. Je crois que le travail est encore de notre côté. Désormais, confiante de leur disponibilité et de leur adhésion à la feuille de route gouvernementale, Myriam Dossou d'Almeida peut compter sur ces différentes structures relevant de son département ministériel. Le plaisir, l'honneur de rencontrer les équipes des différentes agences et projets, des équipes motivées, des équipes aussi qui sont fières de leur réussite, mais conscientes de l'engagement nécessaire pour aller encore plus loin, pour respecter la feuille de route et arriver à réaliser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire du Togo un pays prospère, consolidant la cohésion sociale et la paix. À travers les différents projets et programmes que pilotent les services affiliés, c'est le renforcement des filets sociaux et de services de base, la consolidation des institutions publiques, l'autonomisation des collectivités et la création des emplois à travers le pays. Fonds d'aide d'urgence aux micro, petites et moyennes entreprises. C'est l'intitulé d'un projet mis en œuvre par le PNUD au Togo. Il permettra de soutenir financièrement une cinquantaine de ces petites entreprises touchées par la crise liée au Covid-19. Clarisse Atikle pour des précisions. Pour la réussite de la mission à elle confiée, la ministre du Développement à la base
Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD apporte son soutien aux micro, petites et moyennes entreprises MPME, principalement celles qui sont touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19. Ces entreprises, une cinquantaine au total, seront subventionnées par un montant de 350 millions de francs CFA grâce au projet Fonds d'aide d'urgence aux MPME. Ce projet pilote porte sur 3 principaux volets sur lesquels 3 structures vont accompagner les entreprises, notamment pour l'accès au microcrédit, la formation en éducation financière et le développement des solutions digitales innovantes. Nous avons l'expertise dans le domaine de la digitalisation. Donc nous avons retenu que nous puissions accompagner les structures microfinance, les micro et petites entreprises à pouvoir tenir la comptabilité, à gérer leur stock, à gérer leur immunisation et à gérer leurs ressources humaines. La pandémie de Covid-19 a pratiquement mis à genoux les entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser considérablement. On note jusqu'à plus de 34% des entreprises du secteur privé togolais qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser de plus de 75%. Le PNUD veut donc contribuer au relèvement de ces entreprises. Nous veillerons à ce que ces entreprises soient sélectionnées selon un processus transparent. Tout cela dépend des critères et de la viabilité, la durabilité de ce que ces entreprises font. Maintenant, dépendamment des secteurs, si on prend par exemple le secteur du tourisme, tout le monde sait qu'il est un peu plus à l'agonie que d'autres. Donc l'agriculture, les gens ont pu peut-être faire des efforts pour avancer mieux. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont être pris en compte par le comité de sélection le moment venu. Qu'elles soient du secteur du tourisme, de l'agriculture ou du commerce, les entreprises seront sélectionnées à l'issue d'un appel à proposition par rapport aux impacts de la crise sur ces dernières. Le projet d'aide d'urgence aux micro, petites et moyennes entreprises va se dérouler sur 6 mois, de novembre 2020 à avril 2021, avec l'appui du Fonds d'équipement des Nations Unies. Au Conseil des ministres du mercredi dernier, le gouvernement a annoncé une nouvelle approche de gestion de la crise sanitaire. Il fera de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de santé une priorité. Et aux préoccupations de ces hommes et femmes au premier plan de la lutte, l'État apporte des réponses, des solutions qui ont été mises à la connaissance des syndicats du personnel de santé cet après-midi par des membres du gouvernement. Le compte rendu de la rencontre avec Augustin Kossi. Syndicats du personnel de santé, centrales et syndicats et gouvernements se concèdent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de santé. Au cœur des échanges, prime Covid-19, gestion du matériel médical de protection, élaboration d'un statut particulier de la fonction publique hospitalière et situation des agents de santé contractuels. C'est d'abord la protection individuelle, l'équipement, les masques, il faut donner le nombre et reste insuffisant. Il y a eu une première rencontre il y a 2 semaines, des discussions ont eu lieu et nous nous sommes donné 2 semaines sur la demande du gouvernement de nous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés et les préoccupations posées, le gouvernement a essayé d'apporter une réponse à chaque point. À toutes ces préoccupations, l'État concède et annonce des mesures urgentes. Une prime forfaitaire ponctuelle de risque pour l'ensemble du personnel de santé des formations sanitaires publiques, un concours de recrutement de nouveaux agents, formation et sensibilisation. On annonce aussi une assurance maladie pour ces acteurs qui jouent un rôle de premier plan dans la gestion de la crise sanitaire. C'est la manifestation de la volonté du gouvernement de pouvoir régler les problèmes. Que ça soit exactement comment l'assurance maladie doit être opérationnalisée, que ça soit le montant de la prime Covid, que ça soit également le contrôle qu'il faut faire par rapport à la mise à disposition des équipements de protection individuelle. On comprend les choses de la même façon pour dire que tout le nécessaire qu'il faut faire pour que du moins ceux qui sont censés délivrer les soins, protéger les autres, puissent bénéficier des moyens nécessaires pour que le travail soit fait. L'État opte pour une gestion concertée, décentralisée et déconcentrée de la pandémie au coronavirus. Une nouvelle approche qui fait de tous acteurs de la lutte contre le Covid-19 au Togo.
Et à ce jour du lundi 16 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2693. 18 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries s'élève à 1952. 32 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 680 et le nombre de décès est de 61. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Des associations de personnes handicapées sont réunies à Lomé pour 3 jours. Il s'agit d'une rencontre d'échange et de formation sur la Convention des droits des personnes handicapées au Togo. L'objectif est de recueillir des informations pour l'élaboration du rapport alternatif sur la mise en œuvre de cette convention dans notre pays. Des précisions avec Brigitte Koutoyo et Medina Salami. Depuis 2011, le Togo a ratifié la Convention des droits des personnes handicapées CDPH. Pour son examen de mise en œuvre, le Togo doit produire 2 rapports au Comité sur les droits des personnes handicapées des Nations Unies. Un rapport initial soumis par le gouvernement et un rapport parallèle de la société civile. L'élaboration du rapport parallèle a nécessité cette rencontre d'échange des associations de personnes handicapées. Il est question de recueillir des informations précises sur la situation des personnes handicapées au Togo. La situation des personnes handicapées n'est pas reluisante, mais elle n'est pas non plus désespérée, eu égard aux actions faites par le gouvernement en interaction avec ce qui est réalisé par les organisations de personnes handicapées et les partenaires techniques et financiers au Togo. Il sera question de revisiter la convention pour outiller les acteurs qui sont venus en vue de se préparer pour la collecte des informations pour meubler le rapport parallèle de la société civile. Cette rencontre a vraiment tout son sens pour nous parce que nous souhaiterions que le rapport alternatif soit la réelle voix des personnes handicapées. C'est dans ce sens que nous sommes venus accompagner notre membre qui est la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, la FETAF, l'aider et mieux outiller cette organisation à élaborer un rapport alternatif. La rencontre devra donc permettre de renforcer les capacités sur le CDPH et d'élaborer un plan d'action. Ce premier rapport alternatif de la société civile doit refléter la situation réelle des personnes handicapées au Togo et orienter l'État à mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Une rencontre régionale d'harmonisation des structures locales de prévention et de gestion des conflits se tient à Kara. Il est question de trouver de nouvelles stratégies pour gérer les conflits dans notre pays. Les précisions depuis Kara de Nestor Mozo. Plusieurs organisations et associations travaillent au Togo dans la prévention et la gestion des violences et de l'extrémisme violent. Mais chacun œuvrant de son côté, les résultats ne sont pas vraiment palpables. Ce constat a amené le HCRUN au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, l'OANEP et le PNUD à penser à une harmonisation de leur intervention pour faciliter une meilleure interaction. C'est ce qui explique la tenue de cette rencontre à Kara à l'endroit des entités qui se reconnaissent dans la lutte contre les conflits et les violences et travaillant dans la partie septentrionale du pays. On s'est dit qu'il faut qu'on fasse un atelier de renforcement de capacités nous permettant de nous mettre ensemble pour travailler sur les mêmes sujets. Il ne faut pas en faire une chasse gardée, mais il faut que chacun s'ouvre à l'autre. Dans une région, par exemple, il faut qu'on sache qui fait quoi et pour quel but. Et comme ça, on va se mettre ensemble. C'est ça qui nous a amenés ici à Kara. Pour la représentante du programme des Nations Unies pour le développement à cette rencontre, la paix, pour qu'elle soit pérenne, nécessite d'être construite sur la base de processus endogènes impliquant l'État, les strates de la société et l'ensemble des partenaires. Selon elle, la rencontre de Kara permettra d'aller au-delà des actions compartimentées pour poser une des pierres d'angle pour l'édification de stratégies permettant de créer une synergie d'action entre les différentes structures que les participants représentent.
Les maires du Togo ont désormais un cadre de concertation et d'échange. Il s'agit de la fêtière des communes du Togo, FCT. Elle a été portée sur les fonds baptismaux lors de leur assemblée générale, toujours à Kara. Et nous retrouvons sur place Nestor Mozo. La loi 2007-008 du 29 juin 2017 portant création des communes a abrogé à son article 3 les dispositions relatives à la création des communes anciennes. Par ailleurs, le décret 2019-153 du 13 novembre 2019 a dissous toutes les délégations spéciales qui animaient les anciennes communes. Par conséquent, l'ancienne fêtière des communes n'existe plus juridiquement. Il s'est donc avéré indispensable de mettre en place une nouvelle association fêtière des communes du Togo. C'est l'Assemblée générale constitutive de cette fêtière qui se tient ici à Kara sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Nous avons pensé que le moment était venu, après que les communes aient pu s'installer comme il le fallait, le moment était venu pour lancer donc cette association. Cette association sera l'interlocuteur du gouvernement et des PTF et même des associations sœurs en Afrique et disons dans le monde sur évidemment des questions qui touchent à la coopération. Après l'examen et l'adoption des statuts et règlements intérieurs, l'Assemblée générale constitutive de l'Association fêtière des communes du Togo a élu un bureau de 8 membres qui a à sa tête une femme, le maire de la commune Ogou 1. Les sentiments sont mêlés, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'honneur et aussi beaucoup de responsabilités et un engagement et une détermination à travailler à la réalisation des objectifs de cette fêtière afin que les objectifs de la décentralisation dans notre pays soient atteints. Le ministre Padua Boupézy a saisi l'opportunité de cette assemblée générale pour informer les maires et les secrétaires généraux des mairies de l'élaboration prochaine de la cartographie des infrastructures socio-économiques et du rôle qu'ils doivent jouer dans ce processus. Cette assemblée générale a été couplée d'une séance de formation, dynamique du développement territorial, mobilisation des ressources internes des communes, une responsabilité de l'OTR, fonds d'appui aux collectivités territoriales, voie privilégiée d'apport des partenaires techniques et financiers pour le financement des communes, marketing territorial et ressources internes d'une commune ont été les modules développés. Et puis le gouverneur du Rotary Club District 9102 était en visite le week-end dans la région des Savanes, notamment dans la préfecture de Tandjouaré, et à Bogou et Djamoni dans la préfecture de Tandjouaré. Donc, elle a remis du matériel médical et didactique aux populations. Le compte rendu de cette visite avec Jazanam Baga. Construite par une organisation espagnole, Manos Unidas, l'équipement de la maternité de l'hôpital de Bogou dans la préfecture de Tandjouar est entièrement l'œuvre de Rotary Club. En visite dans la région des Savanes, Madame le gouverneur du district 9102 a tenu à remettre officiellement ce matériel médical de pointe estimé à 67 millions de francs CFA. Une visite guidée de la pédiatrie de Bogou est l'autre temps fort des activités de ce premier jour. Le lendemain, Madame le gouverneur a procédé à la remise d'un bâtiment scolaire à l'école primaire publique Djamoni à Noano, toujours dans la préfecture de Tandjouar. Coût de l'ouvrage, 15 millions de francs CFA financés par Rotary Club. Le club a également commandité la réalisation de cette latrine de 12 cabines au marché de Nano d'une valeur de 22 millions de francs CFA. Ce forage réhabilité et renforcé en plaques solaires est destiné au centre médico-social de Nano. Il fait partie d'un ensemble de 27 ouvrages rénovés dans la préfecture de Tandjouar par le Rotary qui a déboursé la bagatelle de 65 millions de francs CFA. Voilà pour le volet humanitaire de la visite du gouverneur dans la région des Savanes. I'm here because I am obligated by Rotary International. En tant que gouverneur du district 9102, qui regroupe 4 pays, j'ai l'obligation de visiter tous les pays lors de mon gouvernorat. Donc c'est ce que je suis en train de faire et je suis
aller à Dapaon, Tandjouaré, et là je suis en train de visiter un projet phare qui fait partie des axes stratégiques du Rotary, et plus précisément la santé, voilà. Et là, je suis très heureuse. Cette visite vise également à prendre le pouls du fonctionnement des clubs de la région de Savane, notamment les clubs d'Apaon et Tandjouar d'Apaon, avec la participation des membres du club de séquencer en formation. My objective in the area, c'est également de visiter les clubs, de discuter avec eux, de répertorier les problèmes qu'ils ont et de trouver ensemble des solutions pour que le Rotary puisse rayonner et fonctionner comme il faut dans le pays. Le district 9102 du Rotary est composé de 4 pays, notamment le Niger, le Bénin, le Togo et le Ghana, pays d'origine du gouverneur. Il compte 107 clubs. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à tous ceux qui nous ont suivis du côté de Nano et de Djamoni dans le Tandjouar. Au revoir.